Bonjour à tous, merci d'être avec nous en direct pour Ensemble c'est mieux. On ne pouvait pas se quitter sans terminer avec une spéciale, encore une fois, coronavirus. Évidemment, on ne peut pas rester indifférent face à ce qui a été annoncé hier soir par le président de la République, Emmanuel Macron, à la télé. Ça n'est pas sans conséquence pour l'ensemble d'entre nous, dans la région des Hauts-de-France notamment. Quelles sont les mesures annoncées? Comment réagir face à tout cela? Quelles sont les conséquences aussi si vous avez des voyages à faire? Comment vont se dérouler les élections ce week-end? On va essayer de répondre dans l'ensemble à toutes ces questions maintenant avec plusieurs invités autour de moi. D'abord Jérôme Crépin avec la cravate, vous ne pouvez pas le louper. Il avait un masque puisqu'il plaidait jusqu'à hier encore à Compiègne avec un masque pour se protéger. Bonjour Jérôme, merci d'être là. On a plein de questions à vous poser. Bonjour Thibault. Pour parler du droit, évidemment, vous avez plein de réponses aussi à nous apporter. À votre droite, Jérôme, Guillaume Delalieu, bonjour. Vous êtes le directeur de l'EHPAD de la Neuville à Amiens. Les EHPAD sont évidemment extrêmement concernés et on en parle beaucoup maintenant. Vous allez aussi nous expliquer comment ça se passe là-bas et quelles sont les méthodes que vous êtes obligés de mettre en place par rapport à ce dispositif. Et puis Maxime Paruch, bonjour. Bonjour. Vous êtes enseignant à Albert. Alors évidemment, la fermeture annoncée de toutes les écoles dans la région n'est pas sans conséquence une fois pour vous, enseignants, pour les parents, mais aussi pour les enfants. On fera le point avec vous et on verra. On se rendra tout à l'heure devant une école à Amiens pour faire le point. Hello Anso. Bonjour Thibault. Tout se passe sur Internet aussi, évidemment, avec les réseaux sociaux. Exactement, avec évidemment les pages Facebook de France 3 Nord-Pas-de-Calais et de France 3 Picardie, où vous pouvez nous suivre et réagir en direct. On essaiera d'apporter des réponses aux questions que vous vous posez. Notre adresse mail, qui a déjà reçu un beau paquet de questions depuis hier soir, ensemble, hdf@francetv.fr. Soyons solidaires, tous ensemble contre le virus. Thibault, on ne pensait pas quand même lundi qu'on se reverrait aussi vite en direct sur France 3. Effectivement, et on n'est pas tout seul ici sur ce plateau. Au téléphone, Michel Simès est avec nous, vous connaissez évidemment, je n'ai pas besoin de vous le présenter. Bonjour Michel, merci d'être avec nous. Vous êtes dans le sud de la France, mais vous êtes quand même présent au téléphone avec nous. Un grand merci. Oui, bonjour. Ravi d'être avec vous. Enfin, ravi. Je préférerais qu'on ne m'appelle pas aussi souvent, mais bon, c'est bien d'essayer de rassurer les Français. Effectivement, on va voir avec vous évidemment toutes les mesures médicales mises en place. De quoi faut-il se protéger? Où en est la maladie à ce jour? On fait le point maintenant avec ce qui a été annoncé hier soir par le président et vous êtes tous autour de moi pour en parler. C'est parti. T'as entendu le président hier soir? Ben non, j'étais coincée dans un tunnel. Mesure nouvelle et forte, dès lundi, l'école est finie jusqu'à nouvel ordre. Sur tout le territoire, à partir de lundi donc, plus de crèches, plus d'écoles primaires, de collèges, de lycées et d'universités. La fermeture des écoles est surtout destinée à limiter la propagation du virus. Si on ne constate pas jusqu'à présent de forme grave du coronavirus chez les jeunes, il constitue néanmoins un des principaux vecteurs de contamination dans la population. Et il est absolument déconseillé de faire appel aux grands-parents pour garder les enfants. En effet, il est recommandé aux populations les plus fragiles, c'est-à-dire les personnes de plus de 70 ans et celles qui sont atteintes de maladies chroniques ou respiratoires et en situation de handicap, de redoubler de prudence et de rester autant que possible à leur domicile. Néanmoins, les transports en commun sont pour l'instant maintenus, mais chacun est invité à limiter ses déplacements et à faire preuve de responsabilité en respectant les consignes de protection, lavage des mains, etc. Côté hôpital, on se concentre sur l'essentiel. Les opérations bénignes seront reportées pour augmenter les capacités d'accueil des hôpitaux. Du côté des salariés, on garde ses distances. Objectif, télétravail dès que c'est possible. Et on se serre les coudes. L'État prendra en charge l'indemnisation du chômage partiel de ceux qui seront momentanément privés d'emploi. L'heure est à la solidarité. La trêve hivernale est reportée de 2 mois et chacun est appelé à aider son voisin. Contre le virus, ensemble, c'est mieux. Ensemble contre le virus, à condition de respecter donc une certaine distance. Ce qu'on essaie de faire ce matin, tous qu'on est autour de cette table. Michel Simès, vous êtes avec nous au téléphone. Est-ce que les mesures annoncées par le président en matière de santé sont pour vous efficaces sans être alarmistes? Oui, tout à fait. Attends, je voudrais juste préciser une chose par rapport à ce que j'ai dit tout à l'heure en disant j'aimerais bien qu'on m'appelle moins souvent. C'est parce que plus on m'appelle, plus ça veut dire que les gens sont inquiets. C'est pas pour mon confort personnel. Oui. Qu'il y ait ce malentendu de ce côté-là. Oui, bien évidemment que les mesures sont indispensables. Vous savez que les jeunes, on l'a beaucoup répété depuis le début de cette épidémie, sont souvent porteurs sains ou en tout cas font des formes bénignes, donc ne se rendent même pas compte. Ils peuvent avoir un rhume, un petit mal de tête, sans forcément être conscients qu'ils sont porteurs du coronavirus et donc vont le transmettre sans beaucoup de précautions. Donc malheureusement, oui, il fallait fermer les écoles, les lycées, les universités pour que le virus arrête de circuler parmi les jeunes, qui bien évidemment ensuite vont être des vecteurs contaminants.
par rapport aux gens qui vont voir, les parents, les grands-parents, etc. Donc c'était une mesure indispensable et je trouve qu'Emmanuel Macron a été très bon dans la forme parce que vous avez peut-être remarqué qu'il n'a pas du tout dit que la France passait en stade 3. Alors que tout le monde s'y attendait. Alors tout le monde s'y attendait, mais je pense que c'est plutôt d'ordre psychologique et que c'est pour ça qu'il l'a pas fait, parce que tout le monde scientifique sait qu'on est pratiquement en stade 3, parce que ça veut dire que la France a un virus qui circule partout sur le territoire. C'est pas un signe de gravité, c'est juste un signe comme quoi le virus circule partout, tout le monde le sait, mais le fait de parler de stade 3 aurait été une sorte de choc psychologique qui aurait augmenté la psychose et la paranoïa. Donc, et la panique. Ça a été bien fait. On a une question pour vous, Michel, de téléspectateurs qui sont avec nous sur les réseaux sociaux, Facebook de Nord-Pas-de-Calais et Picardie, évidemment. Anso. On a plusieurs questions. D'ailleurs, Michel, on nous demande, est-ce que les réunions de famille qu'on avait organisées pour un anniversaire, je ne sais pas, les 10 ans de mariage d'une tatie, d'une grand-mère, est-ce qu'on doit les annuler par précaution ? Alors, écoutez, j'ai une amie qui m'a appelé ce matin, qui doit fêter l'anniversaire de son père, qui va avoir 90 ans, avec une réunion de famille ce week-end. Je lui ai déconseillé de le faire. Parce qu'en fait, les personnes, vous l'avez entendu et vous l'avez rappelé dans votre sujet, les personnes de plus de 70 ans sont ce qu'on appelle en immunosénescence. Alors, sénescence, c'est terrible parce qu'on a l'impression qu'on est en train de mourir, mais ça veut dire que le système immunitaire de ces personnes est moins efficace que celui d'une personne jeune. Et donc, si par hasard, cette personne est en contact avec quelqu'un qui a le virus, eh bien, elle risque de l'attraper plus facilement et puis de faire une forme grave. Donc, je vais employer deux mots qu'il faut garder à l'esprit en permanence. Le bon sens. Le bon sens, c'est évidemment de ne pas mettre les personnes âgées, donc fragiles, en contact avec des gens qui pourraient éventuellement leur repasser le coronavirus. Donc les grands-parents ne gardent pas les petits-enfants pendant cette période de fermeture scolaire. Ouais. Absolument. Si on peut éviter, mais en même temps, tout le monde ne va pas pouvoir le faire, mais si on peut éviter de mettre des gens en contact avec les personnes âgées, moi j'ai un papa qui a 88 ans, je lui ai demandé d'éviter d'être en contact avec trop de personnes. Donc oui, pour répondre à votre question, il vaut mieux annuler les réunions de famille avec des personnes âgées, même pour un anniversaire. Est-ce qu'on peut attraper le coronavirus plusieurs fois ou être immunisé la première fois ? C'est une question de Laurence, Michel. Apparemment, le coronavirus n'immunise pas suffisamment pour qu'on ne l'attrape pas une deuxième fois, mais on ne sait pas très très bien aujourd'hui. La grippe, par exemple, on sait que si vous l'attrapez, comme c'est le même virus et tout, vous risquez pas de l'attraper une deuxième fois, ça vous immunise. Celui-là, ce coronavirus, c'est pas sûr et on n'est pas certain que les gens qui font deux fois la maladie liée au coronavirus soit une rechute, soit le fait que le virus ne soit pas parti complètement de l'organisme et se soit en quelque sorte réveillé. Mais a priori, l'immunité n'est pas extraordinaire. Alors après, on a David qui nous dit, mais doit-on pour autant arrêter de vivre ? Par exemple, je cite son exemple, il avait programmé un voyage au ski au mois d'avril et Marion, elle, avait programmé de partir à Ibiza le 6 avril. Est-ce que déjà maintenant, Michel, vous pensez qu'il est plus raisonnable d'annuler ses vacances ? Anticipé. Écoutez, j'ai pris le TGV hier pour aller de Paris dans le sud de la France. Je me suis pas barricadé avec un scaphandre sur ma place. Il y a zéro souci. On vit normalement. Encore une fois, je rappelle le bon sens. Si vous voyagez dans les avions, il n'y a pas de risque parce que l'air est trop sec pour le virus. Sauf si vous êtes assis à côté de quelqu'un qui a le coronavirus et qui vous éternue dans le visage. Voilà, c'est du bon sens. On a une question de Laura, vous allez l'entendre, c'est une question vidéo, mais vous allez quand même avoir le son. Michel, elle est pour vous la question. D'accord. Je voulais savoir déjà d'une, est-ce qu'en tant que femme enceinte, on est considéré comme des personnes plus vulnérables ? Et est-ce que le virus peut être transmis de la mère à l'enfant ? Et par rapport aux mesures d'hygiène, je voulais savoir également, parce qu'on entend un peu tout, est-ce que le gel hydroalcoolique est nocif ou pas pour la femme enceinte et son enfant ? Alors, première réponse, la femme enceinte n'est pas considérée comme une personne à risque aujourd'hui. Il y a eu plusieurs études dessus. Il n'y a pas plus de risque pour une femme enceinte que pour une autre. Deuxième réponse, le fœtus, même si la femme enceinte est infectée par le coronavirus, le virus ne souffrira pas de cette infection. Et la troisième chose concernant le gel hydroalcoolique, on a entendu tout et n'importe quoi sur le sujet. Le seul risque du gel hydroalcoolique, c'est quand les enfants en bas âge vont le boire. Et ça, il ne faut pas laisser traîner, quand on a un enfant de moins de 4 ans, il ne faut pas laisser traîner les gels parce qu'effectivement, il y a de l'alcool dedans. Ouais. Et la deuxième chose, c'est que ça assèche un peu les mains.
donc on se réhydrate les mains. Mais sur le plan de la dangerosité, il n'y en a pas. Et je vous rappelle que c'est le seul moyen aujourd'hui, à part l'eau et le savon, pour éviter de se contaminer. Une autre question, et ce sera la dernière, celle de Brigitte, puisqu'on a parlé de beaucoup d'opérations qu'il fallait soulager, évidemment les services hospitaliers. Elle a une question pareille à ce sujet, Michel. Bonjour, je m'appelle Brigitte. J'ai une opération prévue. Dois-je l'annuler par précaution? Alors, les opérations vont effectivement, les interventions chirurgicales non urgentes vont être décalées pour une raison très simple, c'est qu'il faut libérer des lits. Et quand on opère quelqu'un sous anesthésie générale, on doit bien évidemment le garder à l'hôpital un ou plusieurs jours. Et donc, le lit est occupé. Donc, on va libérer les lits en évitant d'opérer les gens qui n'ont pas besoin de l'être. Mais je rassure tous ceux qui ont des maladies ou des problèmes médicaux qui doivent être opérés. J'ai eu ce matin au téléphone un de mes amis chef de service de chirurgie. Et bien évidemment, quand on doit être opéré d'une tumeur cancéreuse, on ne va pas vous dire c'est pas urgent, rentrez chez vous, puis on verra quand on pourra, parce que ça risque de limiter, de diminuer les risques de vie. Est-ce que c'est à nous qui sommes potentiellement concernés par cela d'appeler, de faire la démarche, ou est-ce que c'est censé être le système médical qui vient vers nous pour dire... Le système médical va venir vers vous, c'est le médecin qui va décider si vous devez faire partie des gens qu'on doit déplacer et qu'on doit décaler. Ne vous inquiétez pas si c'est le cas, et puis par vous-même, vous savez très bien si vous avez vu une hernie inguinale ou je ne sais quoi à vous faire opérer, vous faire remettre le nez droit, il est bien évident qu'on va vous appeler pour vous demander de repousser l'intervention. Michel, vous devez bien vous douter évidemment que le stress monte chez l'ensemble des Français et chez nous aussi en Hauts-de-France. Alors on me dit, bon, ceux qui sont atteints de BPCO, on n'en parle pas beaucoup, mais parce que là aussi, c'est la logique. Quand on souffre de BPCO, eh bien on fait encore plus attention à répéter les gestes réguliers qu'on nous recommande depuis plusieurs semaines maintenant. Oui, j'ai reçu aussi le communiqué de l'association des bronchopnéumatiques chroniques obstructives, qu'on appelle les bronchitiques chroniques, qui sont foudrage parce qu'on ne parle pas assez d'eux, mais il faut comprendre qu'on parle de tout le monde et bien évidemment tous ceux qui ont des maladies chroniques respiratoires doivent être encore plus vigilants que les autres. Vous imaginez que ces pneumopathies, ces atteintes des poumons font des dégâts même chez des gens qui n'ont jamais eu de maladie respiratoire. Il est bien évident que si ça se surajoute à quelqu'un qui a de l'asthme ou une BPCO, ça peut être dramatique. Donc oui, il faut se méfier beaucoup plus, mais ne tombant pas dans la paranoïa. Un de vos auditeurs, téléspectateurs demandait s'il fallait s'arrêter de vivre. Non, il ne faut pas s'arrêter de vivre, mais effectivement, le virus est un ennemi invisible, ce qui augmente l'angoisse, parce qu'il peut être autour de nous sans qu'on s'en rende compte, contrairement quand on parle de guerre aujourd'hui, quand vous avez la guerre, vous avez des ennemis face à vous, vous les voyez. Là, le virus, on ne le voit pas. On a une dernière question qui vient d'arriver avant de faire une petite pause avec un sujet pour résumer justement l'ensemble de ces bons gestes. Ça concerne l'épisode chinois. Effectivement, on entend beaucoup de choses rassurantes par rapport à ce qui se passe en Chine. On a une question de Baptiste à ce sujet. Bonjour à tous. Avec l'arrivée et la propagation du coronavirus en France, je me posais une question notamment concernant la durée de ce virus. On a vu en Chine il y a à peu près une semaine que le pic de l'épidémie avait été atteint et que maintenant les cas sont en récession. Est-ce qu'il est possible de faire un parallèle avec la France? C'est-à-dire, est-ce que la durée en Chine peut correspondre à la durée du virus en France, ou est-ce qu'il n'y a pas lieu de faire ce genre de comparaison? Merci beaucoup. Si, on peut tout à fait faire ce genre de comparaison. Cette épidémiologie et bien évidemment la courbe de décroissance de l'épidémie est une bonne nouvelle, parce que ça veut dire qu'elle va arriver chez nous également, mais de façon décalée. On sait qu'une épidémie, enfin à moins que ce soit vraiment une catastrophe mondiale, mais une catastrophe dans le sens où on n'a jamais vu ça, mais l'épidémie va décroître. On va probablement avoir la même chose qui se passe en Chine. Je voudrais juste qu'on fasse très attention à ne pas se mettre en parallèle avec la situation italienne. Il y en a beaucoup qui sont très très inquiétants, y compris des médecins d'ailleurs, qui disent qu'on va vivre la situation qui se passe en Italie aujourd'hui. Non, si on la vit, c'est sur un plan épidémiologique, c'est-à-dire que l'épidémie va s'étendre comme elle s'étendait en Italie. Mais l'Italie est un pays dans lequel il y a 2 fois moins de lits d'hospitalisation qu'en France. Le système sanitaire est catastrophique là-bas et il ne l'est pas chez nous. Donc, on aura peut-être autant de cas d'infection en France, mais la situation, je pense, et je vous le dis aujourd'hui, sera peut-être démentie demain, sera beaucoup moins catastrophique que là-bas. Effectivement. Merci Michel pour tous ces mots rassurants. Un mot sur le vaccin. Est-ce que vous pensez qu'on peut avoir d'ici combien de temps une solution pour au moins, puisqu'on n'a aucune idée jusque-là de la durée de cette épidémie, de cette pandémie, est-ce que vous avez une idée d'une date à peu près théorique sur laquelle on pourrait se baser pour un vaccin ? Alors,
Pour moi et pour tous les scientifiques qui s'expriment sur le sujet, le vaccin ne sera pas mis au point pour cette épidémie-là. Elle s'arrêtera, je l'espère, bien avant que le vaccin ne soit disponible. En revanche, vu tous les laboratoires qui travaillent sur le vaccin, on aura ce vaccin, je l'espère, disponible pour pour un éventuel retour de cette épidémie. Une rechute, oui. Très bien. Voilà. Eh ben merci beaucoup d'avoir été avec nous en direct dans l'émission Ensemble Merci, c'est mieux Michel. Hauts-de-France. Merci pour ces mots rassurants. Je pense que tout le monde en avait besoin. Un grand merci. On se résume en images. Quels sont les bons gestes à avoir ? Nettoyer sa souris, son clavier ou se nettoyer les mains avec du gel hydroalcoolique, ça fait partie des gestes justement qu'il faut retrouver au quotidien. Pour éviter la propagation du coronavirus, pas de panique. Pour vous protéger et protéger les autres, c'est pas sorcier. Si vous en avez, pensez à emporter avec vous un flacon de gel hydroalcoolique qui vous servira dans la journée. Une fois dehors, pas la peine de vous emmitoufler dans votre écharpe. Elle ne remplace pas les masques de protection, qui sont d'ailleurs recommandés seulement si vous êtes malade. Dans un lieu public, mettez un frein momentané à votre sens du contact. Respectez une distance de plus d'1 mètre avec les gens qui vous entourent, surtout si vous restez en leur aimable compagnie plus d'1 quart d'heure. Dans les transports en commun, souvenez-vous que le coronavirus survit sur les surfaces inertes. Une fois arrivé, ayez le réflexe gel hydroalcoolique ou lavage des mains. Ne faites pas le malin. Évitez votre bureau et adoptez le télétravail. Et si d'habitude vous n'êtes pas la fée du logis, c'est le moment de changer. Et hop, un petit coup de lingette. Et pour le téléphone, itou. Méfiez-vous, le virus peut stagner dessus. Désinfectez-le et continuez de tousser dans votre coude en toutes circonstances. De retour à la maison, ne relâchez pas vos efforts. Restez vigilants dans les espaces communs, c'est pour le bien de vos voisins et de votre famille. Et voilà, si vous nous rejoignez, je vous rappelle qu'on est en direct dans Ensemble c'est mieux, dernière émission de cette semaine évidemment. On ne pouvait pas passer à côté du coronavirus et des annonces faites hier soir par Emmanuel Macron. On a plein et des dizaines de questions que vous nous envoyez puisqu'on est en direct aussi sur les réseaux sociaux et vous connaissez l'adresse ensemble@hdf@francetv.fr. Vous pouvez poser dès maintenant des questions. On a abordé l'aspect médical, donc ce serait peut-être plus des questions sur l'aspect organisation maintenant dont on aurait besoin pour vous apporter des réponses avec nos invités. Guillaume Delalieu, vous êtes directeur de l'EHPAD de la Neuville à Amiens. Les bons gestes que l'on vient de voir à l'écran, comment est-ce que vous les avez mis en place, ces bons gestes de bon sens? Alors, ces bons gestes de bon sens, on les a mis en place depuis maintenant quand même quelques semaines. Ça a démarré bien sûr avec l'épidémie grippale en premier lieu, c'est-à-dire les gestes barrières que vous avez précédemment expliqué. Bon, bien sûr, ça passe par le lavage des mains, éternuer dans son coude, avoir des mouchoirs à usage unique, éviter bien sûr tout ce qui est embrassade, les bises, etc. Les poignées de main aussi. Et on a fait d'autant plus un rappel au niveau des personnels depuis notamment l'apparition du coronavirus et bien sûr les directives que l'on a eues aussi pour les précautions. Et puis ça s'est intensifié notamment cette semaine avec l'interdiction des visites en structure. C'est-à-dire que toutes les personnes qui n'ont pas un intérêt pour le bon fonctionnement de l'établissement ne doivent pas se rendre... venir voir leur prof. Comment réagissent du coup vos pensionnaires? Parce que ça ne doit pas être évident pour ces personnes qui du coup sont quand même un peu privées de leur visite habituelle et de leur rituel important. Alors c'est pas simple puisqu'il y a des personnes qui sur le plan affectif se posent des questions. C'est pas simple non plus pour le côté des familles. Si vous voulez, le risque derrière cela, c'est aussi d'amener de l'apathie chez les personnes ou aussi de l'agressivité, puisque un des risques aussi en structure, c'est la perte de repères et bien sûr le fait de ne pas pouvoir voir ses proches. Donc nous, c'est un élément que l'on est en train de travailler pour justement mettre en place une mesure pour pallier à cela. Alors, on est par exemple étudier le fait de mettre en place, démultiplier les liaisons Skype avec les familles. Mais pour établir et créer ce lien permanent. Anne-Sophie, peut-être des questions en rapport Oui, aux EHPAD. on a plein de questions, alors notamment qui touchent les EHPAD, bien évidemment. J'ai Arnaud qui me demande comment se fait-il qu'aucun masque ne soit mis à disposition dans certains EHPAD de la région. Alors, il ne parle pas du vôtre. Oui. La faute à qui? Pour faire des économies au détriment du personnel et des seniors. Ma famille y travaille, aucune précaution n'est prise, tant pour eux que pour les résidents. Impressionnant tout de même, alors que les hautes instances nous bassinent avec ce virus. Donc, quel recours, qu'est-ce qu'ils peuvent faire pour travailler dans de bonnes conditions? Alors, au sujet des masques, nous, les recommandations que l'on a, c'est que le masque, il est porté uniquement si la personne est malade.
Ça, c'est l'intérêt, c'est la recommandation. Sinon, il n'est pas, en tout cas, ça ne fait pas partie des mesures barrières. Il y a quand même une précaution de prise quand c'est une personne qui intervient, par exemple, pour avoir un lien avec le côté respiratoire des personnes. Et là, on pratique le port du masque soignant-soigné. Au niveau des stocks des masques, nous, on en avait quelques-uns d'avance effectués dans le cadre de l'épidémie grippale, mais depuis, c'est vrai que pour se fournir, ça paraît compliqué. Alors la raison, ça je ne suis pas en mesure de vous la donner aujourd'hui, mais côté fournisseur, on espère quand même que ça se débloque dans les prochains jours. Et est-ce que vous savez s'il y a des mesures, c'est une autre question qu'on nous a posée sur Facebook, des mesures qui sont prises pour les infirmières libérales qui au quotidien vont chez les personnes âgées pour les soigner? Est-ce qu'il y a quelque chose de prévu pour elles aussi? Alors sur le côté intervention libérale auprès des personnes, c'est le port du masque qui nous présente aussi une question de symptômes. Donc il y a la question symptomatique derrière. Après, c'est symptomatique si la personne que l'on prend en soin en présente également. Sinon, il n'y a pas... Et idem pour votre personnel, j'imagine qu'il y a une inquiétude, forcément. Ils ont aussi cette capacité de rassurer. Oui. Ils ont cette force de pouvoir rassurer aussi les personnels dont ils s'occupent, les personnes dont ils s'occupent. Mais eux, comment est-ce qu'ils vivent la situation? Ils sont inquiets? Ils sont aussi demandeurs d'informations? Je dirais sereinement. Ils ont pas cédé, on n'a pas cédé globalement à la panique, ce qui est très bien. Et puis, au niveau organisationnel, il n'y a pas eu non plus aujourd'hui de problème avéré ou d'absence, en tout cas à ce sujet. On a évoqué dans d'autres émissions le droit de retrait. Nous, on n'a pas eu cette demande. Et de toute façon, la loi a tranché, la directive a tranché sur ce sujet. Le plus dur à gérer, Thibault, c'est peut-être les familles qui ne peuvent pas venir voir les leurs. C'est cela, et où là, il peut y avoir de l'incompréhension. Alors d'autant plus que on a interdit les visites aux familles, mais qu'on permet aussi au personnel de rentrer chez eux. Donc, il y a peut-être aussi par rapport à cela un peu d'incompréhension. Jérôme Crépin, un mot rapidement sur l'analyse des annonces faites hier soir, dont cette espèce de mesure. On n'est pas du tout dans une mesure de confinement, mais en tout cas de précaution, notamment par rapport aux personnes âgées. Qu'est-ce que vous en avez pensé? Est-ce que vous pensez que c'est raisonnable? Et est-ce que vous comprenez que les gens puissent être inquiets aussi de ce qui a été annoncé hier soir? D'abord, je pense que le président de la République est resté dans la modération. Bien évidemment, il fallait prendre des mesures, je dirais, d'une grande fermeté en termes de précaution. On n'est jamais suffisamment prudent. Il suffit pas. Le problème n'est pas de tomber dans la paranoïa ou dans une inquiétude excessive. Il faut que nous soyons prudents. Il faut que nous soyons français disciplinés. On n'est pas toujours disciplinés. Non, mais c'est compliqué. Ouais. Je pense que ce qui a été proposé hier et décidé hier en Angleterre ne poserait pas de difficulté chez nous. Il faut que chacun se discipline. Se discipliner pourquoi, Thibault? D'abord pour les autres. Il faut se discipliner pour les autres. Il faut être précautionneux quand on parlait de se laver les mains, quand on parle des masques, etc. Il faut d'abord penser aux autres. Puis ensuite, il faut penser à soi-même, en espérant que les autres feront la même chose. Donc, c'est des mesures qui sont des mesures nécessaires, impératives. Nous menons ce que disait le docteur Siemens il y a quelques instants, est révélateur. Nous menons une guerre contre un ennemi que nous ne connaissons pas. Donc, des mesures qui s'imposaient selon moi. On va parler du droit avec vous dans un instant. On va se poser les bonnes questions aussi si vous êtes concernés. On a appris hier que la plupart des vols pour les États-Unis étaient suspendus. En tout cas, les États-Unis ne veulent plus d'Européens sur leur terre. Voilà, de ressortissants européens sur leur terre pour une durée au moins d'un mois. On va voir quelles conséquences ça peut avoir avec des questions assez précises. On va ouvrir un chapitre scolaire avec vous. Maintenant en été. Effectivement, Maxime Paruch, vous êtes enseignant à Albert. On va vous bombarder de questions, je vous préviens, il y en a dans tous les sens. On était ce matin à Amiens, Gontran Giraudot est parti à la rencontre des parents, des élèves, des profs aussi qui doivent gérer cette fermeture annoncée à partir de lundi pour une durée au moins de 15 jours. On dit que ça irait potentiellement, Jean-Michel Blanquer a annoncé ce matin, potentiellement jusqu'aux vacances de Pâques. Ça n'est pas sans conséquence. Réaction ce matin donc à Amiens. Devant l'école Jean-François Le Sueur ce matin, la fermeture annoncée à partir de lundi est sur toutes les lèvres. Les enfants évidemment se réjouissent, les parents eux s'adaptent. J'ai ma compagne qui va s'en occuper, étant donné que je travaille. Donc ça, à ce niveau-là, c'est pas un problème. J'ai de la chance d'avoir un compagnon qui va télétravailler. Les mesures ont été annoncées dans son travail, donc ça va permettre aux enfants d'être à la maison et d'être gardés. Ils ont essayé de mettre en place justement les moyens d'aider les personnes pour qu'elles puissent travailler à distance au maximum. Après, vous voyez, selon les emplois, c'est possible ou c'est pas possible. Je suis fonctionnaire, donc je vais demander à mon chef s'il peut comment faire, quoi. Bon, après, je peux faire du télétravail, mais
Je sais pas, je vais voir tout à l'heure. Là, pour nous, c'est vraiment éviter les déplacements et puis ne pas aller à l'école et puis annuler aussi tout ce qui est activité extrascolaire. Voilà. Malheureusement pour les élèves, ils ne seront pas en vacances pour autant et leurs parents devront assurer la continuité scolaire par Internet avec l'environnement numérique de travail. Une éventualité qui ne panique pas ces papas et mamans. Aujourd'hui, on a les plateformes avec l'ENT qui sont mises en place, qu'on utilise déjà régulièrement. Donc bon, on va attendre les consignes pour pouvoir se mettre au goût du jour. Mais je sais que les enfants ont aussi été informés des consignes, de pouvoir envoyer des messages, etc. Donc bon, à suivre. J'ai pas vu beaucoup d'informations. Effectivement, il y a une plateforme qui va être mise en place, mais pour l'instant, on n'a pas assez d'informations et je vois pas comment ça va se passer. C'est sûr qu'au niveau de la continuité des apprentissages, ça va être un peu plus décousu, mais après, c'est un cas de force majeure, donc on s'adapte aussi, quoi. Ça va pas être évident, vu... je pense qu'on n'a pas les mêmes méthodes de travail que les professeurs aujourd'hui. Vous comprenez ou c'est trop ? Je comprends. Mais c'est trop. C'est pas mal, c'est bien résumé. Beaucoup de sagesse dans ces propos. Je vous rappelle qu'on est en direct, on est sur France 3 Hauts-de-France. Ensemble, c'est mieux, se mobilise ensemble contre le virus. On essaie de répondre à l'ensemble des questions que l'on peut se poser au lendemain des annonces du président Emmanuel Macron sur les conséquences de ce virus sur notre pays. La fermeture annoncée de l'ensemble des écoles du territoire, ça n'est pas sans conséquences évidemment. À Albert, comment ça se passe ? Maxime Paruch, vous êtes enseignant là-bas. On parlait avec ce que l'on vient de voir de ce problème des enseignants. N'oubliez pas que vous pouvez poser vos questions via les réseaux sociaux, sur le Facebook de France 3 Nord-Pas-de-Calais, sur le Facebook de France 3 Picardie, sur avec l'adresse ensemble HDF. Voilà. Nous sommes en direct, Thibaut. Vous posez vos questions, on essaye d'y répondre dans la mesure. Il y a du bon sens dans les réponses, c'est ce qu'on vient d'entendre, mais il y a véritablement un manque d'information qui est un peu logique. C'est arrivé hier soir quand même, il faut le temps de se mettre en place. Alors oui et non, parce que faut savoir qu'on est quand même dans l'académie d'Amiens, proche de l'Oise. Oui, qui est déjà un peu entraîné. Donc effectivement, on a ce recul qu'on a peut-être dans notre académie, qu'on n'a pas dans d'autres académies. En tant qu'enseignant, on a été destinataire là, ces derniers jours de beaucoup d'informations de la part de nos autorités hiérarchiques, commençant à nous préparer à ce que pourrait être la classe à la maison. On entend beaucoup le ministre s'exprimer sur ce sujet. Donc on voyait bien que ça allait arriver. Maintenant, hier encore, Jean-Michel Blanquer, le matin même, disait qu'il n'y aurait pas de fermeture de tous les établissements scolaires. Mais il faut se mettre à la place des scientifiques, les médecins. Voilà. Il faut se mettre... En même temps, tout évolue aussi d'heure en heure. Donc, il faut se mettre aussi à la place des personnes du Nord-Pas-de-Calais, par exemple, qui, eux, n'étaient pas du tout prévenus. En tout cas, n'avaient pas du tout, a priori, anticipé ce qui s'est passé dans l'Oise cette semaine et donc maintenant pour toute la France. À votre avis, comment tout cela va fonctionner ? Comment est-ce que le système va se mettre en place pour gérer la garde des enfants et gérer la mise en place de ces fameux cours à domicile ? Écoutez, vous le disiez, ça va évoluer d'heure en heure, en fait, effectivement. Alors aujourd'hui, on l'a vu d'ailleurs dans le reportage, il y a une information qui est faite auprès des parents pour leur expliquer comment cela va fonctionner. Ça va prendre des formes tout à fait diverses, selon les lieux, selon les possibilités de chacun et chacune. Vous avez des parents qui sont déjà très au fait du fonctionnement, par exemple, de l'environnement numérique de travail dont on parlait, des élèves également. D'autres endroits, c'est plus compliqué. Le niveau, tout simplement, l'âge de l'élève est à prendre en compte. Entre un élève de maternelle et un élève de collège, on n'a pas du tout les mêmes perspectives. Alors nous, notre crainte va essentiellement sur les élèves les plus fragiles, ceux qui sont les plus à la limite du décrochage scolaire. C'est vrai que ceux-là, on a beaucoup de craintes parce que le fait d'être dans une classe avec un enseignant, ça ne peut pas se remplacer. Et c'est sur ce sujet, parce que je suis également secrétaire départemental du syndicat des enseignants de l'UNSA, donc on a eu une réunion dès la semaine dernière avec la rectrice sur le sujet. Pour anticiper ce qui pouvait arriver ? Alors, l'anticipation est très compliquée, puisque de l'aveu même de Madame la rectrice, elle aussi, en fait, découvre d'heure en heure les annonces et doit s'adapter. Donc, elle nous a répondu qu'elle avait en fait anticipé des scénarios, mais lequel serait retenu, elle n'avait aucune idée. Vous allez nous aider aussi, et vous allez surtout aider les parents qui sont un peu en difficulté ce matin, et surtout en prévision de ce qui va se passer ce lundi. Anso, est-ce qu'on a des questions à ce sujet ? Comment organiser Alors, on a des interrogations dans un futur proche, je dirais, puisque beaucoup de parents se demandent si les examens vont être maintenus. Or ça, je pense, Maxime, qu'on n'est pas en mesure d'y répondre aujourd'hui. Alors, a priori, oui. On a eu, par exemple, une information sur les concours. Parce que vous avez des concours qui vont se dérouler bientôt, notamment pour recruter des enseignants. Pour l'instant,
Ils sont maintenus. On a eu une information là ce matin qui est tombée, alors avec des mesures bien sûr particulières, c'est-à-dire les candidats sont davantage espacés dans les salles de passation d'examen. Ce genre de disposition, mais a priori, voilà, ce serait maintenu. Les examens donc seraient maintenus avec peut-être un report des épreuves dans les semaines qui vont venir. Mais voilà, dans 3 semaines, on en sera où? On n'en sait rien. C'est vrai. Est-ce que vous avez eu des retours d'expérience de parents d'élèves dans l'Oise notamment, qui ont permis de trouver comme ça des solutions pour faire garder les enfants de manière à ce que ça puisse servir d'exemple pour les autres de l'Aisne, de la Somme ou du Nord-Pas-de-Calais? Écoutez, ce sont des questions très personnelles en fait. Chaque famille va essayer de trouver des solutions. À l'exception des grands-parents. Voilà, alors à l'exception des grands-parents, même si parfois on peut avoir les grands-parents qui sont encore jeunes. Le ministre l'a dit lui-même d'ailleurs ce matin. Voilà, c'est une possibilité qui est envisageable. La question se pose également pour les enseignants qui sont eux aussi parents d'élèves, de toute façon. Alors, quelle question se pose justement vos collègues? Parce qu'on dit les établissements sont fermés, l'école est finie, mais en même temps, on nous dit qu'il va y avoir des permanences qui devront être assurées dans les écoles, les établissements, que les enseignants devront toujours continuer à pouvoir se réunir. Alors, on nous parle de roulement entre les personnels, voilà. C'est très compliqué et je pense que ça va s'adapter au jour le jour. On peut parler de solidarité aussi, Thibaut. Si votre voisine est sympa, elle sait que vous êtes enseignant, vous devez aller tenir une permanence à l'école, elle peut aussi garder vos enfants. C'est ce qu'on a demandé d'ailleurs pour le personnel de santé. Par exemple, 1 jour sur 2, on peut très bien dire aujourd'hui, je te garde ton enfant et demain, je te rends l'appareil. Ce sont des exemples de solidarité qui, effectivement, peuvent se mettre en place, mais alors surtout sur l'ensemble des métiers. N'hésitez pas, si vous nous regardez, encore une fois, je vous rappelle qu'on est en direct ici à la télé et qu'on est en direct aussi sur les réseaux sociaux. Si vous avez des idées, si vous avez des propositions à faire, si vous avez des solutions qui sont mises en place dans votre village ou dans la ville où vous habitez, n'hésitez pas à nous en faire part sur les différents Facebook Nord-Pas-de-Calais et Picardie ou sur l'adresse ensemble@francetv.fr. Non, parce qu'il y a quand même des problèmes qui se posent pour celles et ceux qui étaient déjà en arrêt, notamment qui habitaient l'Oise, où les enfants n'avaient déjà pas cours depuis 14 jours, qui clairement nous disent, si le collège ne rouvre pas, comme j'ai déjà pris mes 14 jours de télétravail et que je ne peux pas avoir d'arrêt maladie pour garder mes enfants, enfin j'ai pris mes 14 jours d'arrêt maladie ne pouvant faire du télétravail, comment vais-je faire à partir de la semaine prochaine où là cette fois-ci les écoles sont définitivement fermées parce qu'en fait cette maman a déjà pris 2 semaines d'arrêt maladie pour garder ses enfants. J'ai entendu, en venant, on commence à parler d'autorisation d'absence sur le travail qui peuvent être délivrées par des médecins. On n'est pas dans du congé de maladie. Ce sont des autorisations d'absence qui pourraient être délivrées. À voir après au niveau interprofessionnel comment ça peut s'organiser. On va voir ça avec Jérôme Crépin dans un instant parce que je pense que toutes les réponses, en tout cas les réponses et les questions de droit qu'on peut se poser, il va pouvoir nous aider et nous éclairer. Je vous propose un petit reportage, voir comment, si vous êtes dans le Nord-Pas-de-Calais, que vous nous regardez et que vous vous dites mais attendez, nous on découvre tout ça et on ne sait pas du tout comment on va s'adapter. On va regarder ce qui s'est passé dans l'Oise et vous allez voir comment on a mis en place assez facilement, ou en tout cas assez rapidement, les devoirs à domicile avec du télétravail prof-élève à domicile. Regardez. Donc ici, c'est ce qu'on appelle une métaphore. Ce matin, pour cette professeure de lettres modernes, pas de cours classiques, mais une leçon à distance, en visioconférence. Mélanie Dupuis a dû s'adapter pour enseigner via cette plateforme interne à l'établissement. Et oui, c'est bien la bonne réponse, Elias. Ce sont des alexandrins. Elle y partage des documents ou exercices qu'elle commente en direct à ses élèves. De quoi interagir comme dans une classe habituelle. Ça permet de garder le lien physique, j'allais dire, avec les élèves. On peut leur parler, ils peuvent nous parler. On peut se voir à travers la webcam plus ou moins. Ils peuvent poser des questions en direct, en chat. Ça les rassure beaucoup. Est-ce que vous m'entendez Ce matin, 14 élèves sur 22 ont pu se connecter pour suivre ce cours interactif. Parmi eux, Duverne, 13 ans, soulagé de pouvoir encore échanger avec ses professeurs. Avec les professeurs, en fait, on va dire que c'est plus facile parce que ils nous expliquent mieux que quand c'est écrit, parce qu'en fait, ils ont des arguments en plus à nous donner et du coup, c'est plus facile. Car pas toujours évident de se motiver pour travailler de façon autonome. Les parents doivent parfois s'improviser professeurs. Ça ne me plaît pas de les voir tout le temps sans rien faire. Vous les forcez un peu à travailler. Voilà, oui. Des fois, ils négligent le travail, ils commencent à travailler sur l'ordinateur. Après, on les voit avec le téléphone à la main. Des conditions particulièrement compliquées pour son autre fils, actuellement en classe de terminale. En physique, on commence la mécanique, qui est quelque chose de vraiment très, très dur.
Et j'ai peur qu'il me manque des éléments pour pouvoir réussir. C'est le bac quand même. Comme eux, 165 000 élèves de l'Oise devront faire l'école à la maison jusqu'au 23 mars. Effectivement, plus d'1,5 million d'élèves dans l'ensemble des Hauts-de-France sont concernés par la fermeture annoncée de ces écoles pour une durée indéterminée. C'est ce qui a été annoncé. On parle de vacances de Pâques prochainement. Tout ça est incertain. Effectivement, on découvre au fur et à mesure. Je vous rappelle qu'on est en direct. Je vous rappelle qu'on a besoin de vous parce que c'est vous qui posez vos questions. Si vous avez besoin de réponses, on a divers spécialistes sur ce plateau. On va ouvrir maintenant le gros chapitre du droit, du télétravail, du voyage. Quels sont vos droits si jamais vous êtes impacté par ces fermetures d'écoles et d'autres problèmes par rapport à votre travail. Jérôme Crépin, la chanson Youpi, l'école est finie. Donne-moi ta main et prends la mienne, c'est problématique à ce stade du couplet, effectivement. Alors, un ensemble de questions se posent, et notamment la mise en place du télétravail. Est-ce que vous êtes satisfait des mesures mises en place et annoncées hier par le président de la République ? D'abord pour aider les entreprises à aider et à passer ce cap un peu compliqué, et la mise en place pour aider aussi les salariés qui peuvent être embêtés et mettre en place du télétravail notamment. Je pense que ça va dans le bon sens. Il a ouvert un certain nombre d'idées. Après, il faudra qu'il y ait un débat à l'intérieur même des entreprises, et puis je dirais à l'intérieur des différents corps de métier. Ce ne sera pas déjà trop tard si on organise le débat ? Quand je dis il y a un débat, ça veut dire que concrètement, moi je suis aussi chef d'entreprise, je suis avocat, mais je suis aussi chef d'entreprise. Je me lève tôt d'habitude. Ce matin, j'ai avancé un petit peu depuis 3h du matin. Je me pose des questions. Comment on va s'organiser sur le plan je dirais, de tout ce qui est sanitaire, sur le plan de ce qui est professionnel, parce que j'ai une de mes secrétaires qui a encore un enfant qui a 5 ans, qui est en bas âge. Comment on va s'organiser pour accueillir la clientèle dans les meilleures conditions sanitaires et professionnelles. Donc, il faut cette réflexion-là, il faut aussi que ça ait lieu à l'intérieur des entreprises. Le président de la République a ouvert le débat en disant notamment sur la limitation des charges sociales, le report d'un certain nombre d'obligations financières. On est aujourd'hui dans une réflexion de politique générale où on est un peu dans une révolution politique. C'est inédit. Il va falloir qu'on s'adapte. Mais l'aide semble satisfaisante, l'aide apportée aux entreprises pour l'étalement des charges, pour la régularité. L'aide semble satisfaisante, mais moi je dirais qu'il va falloir qu'on fasse tous un effort au nom de la solidarité nationale. Ce qu'on évoquait tout à l'heure, les jours de congé qui ont été pris. Il va falloir que les employeurs acceptent le cas échéant que des jours de congé supplémentaires soient pris. Les heures supplémentaires, idem. Aide financière de l'État, diminution des charges sociales, voire suppression de certaines charges salariales sur les salaires dès lors qu'on aura recours éventuellement à du personnel supplémentaire, parce que c'est ça aussi. Il y a des personnes qui seront plus disponibles et d'autres qui seront moins disponibles. Donc il faut qu'il y ait des efforts financiers qui soient faits de la part de chacun. Moi, je suis prêt, à partir du moment où on a une réduction des charges sociales, à utiliser justement cette économie sur les charges sociales pour avoir un salarié supplémentaire. L'effort, c'est la collectivité nationale. Je relisais le discours de Churchill. On n'est pas en guerre, mais on est à un moment où il faut que chacun se responsabilise, bon sang. On est français, on est républicain, on est fier de l'être, on ne l'est pas. Et là, c'est au moment où on est. Là, on est tous face à nos responsabilités, quelles que soient nos fonctions. On a une question écrite qui va apparaître à l'écran de Virginie, qui visiblement a écouté le président hier soir, et elle ne comprend pas pourquoi on n'impose pas à toutes les entreprises qui le peuvent le télétravail afin de protéger les personnels et que les entreprises soient prêtes à mettre en place le télétravail. C'est pas possible pour tout le monde de faire du télétravail, évidemment. Très honnêtement, c'est pas possible. Je dirais ne serait-ce qu'au sein de ma propre structure, je vais donner un certain nombre d'éléments, rédaction d'actes juridiques, de correspondance, etc. Il faut que ce soit traité sur place. On peut, vis-à-vis de la clientèle, mettre en place des systèmes Skype, etc. Et c'est ce qu'on a fait hier soir. Nous, on est prêts. On est prêts à faire des rendez-vous. Mais il y a des choses qu'on ne peut pas faire. Autre question, ça concerne le voyage. Alors, c'est difficile d'être exhaustif et en plus, on a beaucoup de questions. Mais celle du voyage et des déplacements, elle est très importante. C'est une question j'arrive pas à lire, de Guillaume. Voilà, pardon. Je devais aller à Rome ce week-end. J'ai réussi à me faire rembourser mon séjour réservé sur une plateforme d'hébergement. Je cherche à joindre la compagnie aérienne italienne avec l'espoir d'un remboursement ou d'un échange de dates. Quel système est mis en place aujourd'hui pour aider tous ces voyageurs qui sont aujourd'hui, là en ce moment où on se parle, à Roissy, en train de courir derrière les billets d'avion, de ne pas pouvoir se faire rembourser forcément? Est-ce que c'est les assurances qui rentrent en ligne de compte? Est-ce que ce sont les plateformes de réservation? Est-ce que ce sont les compagnies aériennes? Est-ce que c'est l'État? Vers qui on se retourne? On va essayer d'être précis et concis. Si vous avez réservé directement auprès d'une compagnie aérienne, il faut faire bien attention aux conditions générales parce que bien souvent, tout ce qui est épidémie est exclu en termes de voyage à l'étranger. Premier point. Deuxième point, les plateformes de réservation, elle a réussi à se faire rembourser le séjour par la plateforme. C'est un exploit. Maintenant, obtenir de la compagnie italienne
le remboursement, il faut bien vérifier les conditions générales. Là encore, je pense qu'il faut qu'il y ait sur le plan étatique un plan voyage et un plan remboursement. Les compagnies d'assurance vont opposer cette notion d'épidémie. Ce n'est pas une épidémie, c'est un cas de force majeure nationale. On parle de catastrophe naturelle, parfois vous savez quand vous avez une inondation, et ben là on a une vraie catastrophe naturelle. Et bien souvent il faut avancer l'argent et mettre en place un système de remboursement par la suite avec les assurances. Tout ne peut pas se régler aujourd'hui, j'imagine, par téléphone ou par Internet. Tout ne peut pas se régler aujourd'hui, Thibault, pour la bonne et simple raison que juridiquement, on n'a jamais eu ce problème. C'est inédit. Depuis la grippe espagnole au début du XXe siècle, c'est inédit. J'avais du gel hydroalcoolique, je n'ai plus de gel hydroalcoolique. Il vient de s'exploser lamentablement par terre. Il n'y a plus de gel, mais vous êtes toujours. Oui. Il faut que je fasse attention. On D'autres a plein questions de sur réactions Internet quand même, hein, Thibault, et sur les pages Facebook. Alors on me dit, vous n'avez pas répondu à la dame qui se demande comment je vais faire. J'ai déjà pris 14 jours d'arrêt maladie validé par mon employeur et maintenant les écoles continuent à être fermées. Comment je vais faire pour garder mes enfants? D'abord, comment elle va faire pour garder ses enfants? Ça, je vais vous dire très clairement, je n'ai pas la réponse. Maintenant, il y a la relation avec l'employeur. Dans ce qu'on appelle, je veux dire, les forces vives de ce pays, les PME, les toutes petites entreprises. Il y a une relation humaine qui va se créer. Il faut qu'on s'organise. Moi, j'ai déjà pensé à ma secrétaire lundi, comment est-ce qu'elle va pouvoir s'organiser avec sa petite fille? Eh ben, il va falloir qu'on se serre les coudes. Il va falloir qu'on puisse travailler. Il faudra peut-être que nous, on donne un peu plus en termes d'efforts, les employeurs. Mais c'est vrai que je me mets à sa place à cet instant. C'est la solidarité nationale. Autre question de Laetitia qui dit « Mon entreprise refuse les arrêts maladie à partir de lundi car il n'y a pas eu de décret national déposé. » Là aussi, c'est une histoire de bonne volonté de l'employeur. Alors, ce n'est pas seulement une bonne volonté de son employeur. Solidarité nationale. Elle pose un autre problème. Les arrêts maladie à partir de lundi, elle les refuse. L'employeur ne peut pas refuser un arrêt maladie. Si on est saisi d'un arrêt maladie par un médecin qui a délivré en son âme et conscience un arrêt maladie, je n'ai pas à aller vérifier. Je n'ai même pas à demander à un salarié. On n'a pas le droit de demander à un salarié la raison pour laquelle il fait l'objet d'un arrêt maladie. Comment ça se passe à l'EHPAD par rapport à ça, rapidement? Vous avez mis en place un système pour les absences éventuelles à venir et les arrêts maladie qui vont être présentés? Oui, d'autant plus que pour nous, le télétravail chez les soignants, c'est pas possible. Ah oui, c'est bon. Ou la téléconsultation, mais ça c'est autre chose. Voilà, ça c'est encore autre chose. Non, ce qu'on a mis en place, c'est que dans le cadre de notre plan continuité d'activité, on a dès ce matin, 8h, contacté les personnels concernés par les gardes d'enfants pour voir s'il était possible déjà chez eux, s'ils avaient pu entrevoir certaines mesures. Et là, on a des professionnels qui jouent le jeu pour qu'on puisse aussi identifier ceux pour lesquels ce ne sera pas possible et éventuellement après remettre en place une organisation avec pourquoi pas recours soit à des organisations différentes, soit recours à des heures complémentaires, supplémentaires. Tout se met en place, on est tous embarqués dans le même bateau et on va conclure comme ça en se disant qu'on découvre au fur et à mesure les choses, à mesure qu'elles se présentent. On a essayé de répondre au mieux aux questions que vous nous posez depuis ce matin et que vous posez sur Internet. Je vous propose un truc. L'émission se termine dans 1 minute, mais on va se retrouver dans un instant en Facebook Live sur Nord-Pas-de-Calais et Picardie. Vous allez rester avec nous. Comme ça, on continue à essayer de répondre à vos questions. Donc n'hésitez pas bonne idée, Thibault, à continuer. vous donner. Oui, allez-y. De Laurent qui a dit pour l'école, il faudrait que France 3 Hauts-de-France fasse des cours à la télé. Très bien. Et on présentera les émissions de chez nous aussi. Ça peut être à tenter. N'hésitez pas à aller sur Internet. Toute la cellule web de France 3, Nord-Pas-de-Calais et Picardie, avec Jennifer Albers notamment et toutes ses équipes. Il y a plein d'articles, il y a plein de conseils, il y a plein de témoignages, il y a plein de renseignements. On apprend aussi comment vont se dérouler les élections, puisqu'elles sont maintenues, elles, évidemment, tout au long du week-end. Pas de panique, vous l'avez entendu Michel Simès en début de cette émission, il faut juste retrouver du bon sens, écouter les informations et tous les conseils que l'on découvre au fur et à mesure. Merci à tous les trois, merci Enso. On se retrouve lundi, nous, pour une émission un peu plus normale d'ensemble, c'est mieux. Passez un bon week-end et on se retrouve donc dans un instant sur le Facebook Live de Nord-Pas-de-Calais et de France 3 Picardie pour répondre à toutes vos questions. Merci à tous et à lundi. Et à toutes.